En décembre 1900, 3 gardiens de phare ont disparu de leur poste et leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Que leur est-il arrivé? Que sait-on réellement du mystère des gardiens disparus du phare des îles Flânans? Il s'agit d'un groupe de 7 îles inhabitées au large de la côte ouest de l'Écosse. La mer aux alentours y est tellement dangereuse que beaucoup de bateaux s'échouent sur les îles. C'est pour cela que deux choses s'y passent. Premièrement, plusieurs légendes de sorcières et de kelpies, esprits maléfiques des eaux, sont sorties des profondeurs de cette zone. Deuxièmement, et simplement la chose que les plus pragmatiques ont décidé de faire à l'époque, était de construire un phare. Ce groupe d'îles est également connu sous le nom des 7 chasseurs en raison du nombre de naufrages dans leur histoire. La plus grande de ces îles est un endroit rocheux avec des falaises connues sous le nom d'Elian Mor, ou le mythique phare des îles Flânans, qui a été installé et où Donald MacArthur, Thomas Marshall et James Ducat ont disparu en 1900. Il s'agissait de 3 gardiens de phare venus faire leur travail sur cette île isolée, mais qui n'en reviendront jamais. Le phare a été construit en 1899 et un an plus tard, les 3 hommes ont disparu sans laisser d'indice sur leur sort. Toutes sortes de théories ont été émises à leur sujet, mais aucune n'a jamais été confirmée. Tout a commencé le 7 décembre 1899 lorsque Donald MacArthur, Thomas Marshall et James Ducat sont arrivés au phare des îles Flânans pour commencer leur travail. Ils sont accompagnés par le directeur du phare de l'époque, Robert Muirhead, qui s'assure que tout est en bon état. Il aurait également discuté avec James Ducat de certaines difficultés météorologiques récurrentes sur l'île, en particulier le brouillard. Le phare était régulièrement surveillé depuis le continent au moyen d'un télescope. Ainsi, en cas d'urgence, les hommes pouvaient appeler à l'aide. Mais le système n'était pas optimal à l'époque en raison de l'épais brouillard qui régnait dans la région. Les dernières visualisations faites par le télescope ont eu lieu entre le 7 et le 12 décembre. Et le 15 décembre, le site a été repéré par un navire passant à proximité de l'île. Cependant, l'équipage de ce navire a remarqué que la lumière ne brillait pas comme elle le devrait. Il a donné la première alerte aux autorités. Malgré cette anomalie, le navire SS Hesperus, qui devait relever les 3 gardiens de phare, a dû retarder son voyage jusqu'au 21 décembre en raison du mauvais temps. Lorsque le SS Hesperus arriva enfin à Elian Mor, les hommes à bord s'attendaient à voir flotter un drapeau, car cela signifiait que les gardiens avaient remarqué leur arrivée et qu'ils allaient envoyer une chaloupe pour les relever. Cependant, il n'y avait pas de drapeau et les hommes n'ont pas répondu à la sirène d'alerte. Un bateau avec 2 hommes a alors débarqué et s'est dirigé vers l'île, arrivant dans un paysage désolé. L'un des membres de l'équipage du bateau, Joseph Moore, juste débarqué, ne constata personne sur le ponton en pierre et comprit que quelque chose n'allait pas. J'ai couru jusqu'au phare et, une fois devant la grille, je l'ai trouvé fermée. Je me suis dirigé vers la porte principale et je l'ai trouvée également fermée. Moore, une fois arrivé sur l'île, força la porte, car oui, elle était fermée, et pénétra dans l'enceinte du phare, mais ne trouva personne. L'horloge sur le mur s'était arrêtée, ce qui signifiait que personne ne l'avait remontée depuis plusieurs jours. Il n'y a pas non plus de traces de feu dans la cuisine ou l'âtre. Ils virent cependant sur la table de la nourriture préparée, mais non touchée. Joseph Moore retourne à l'Hesperus pour faire son rapport à James Harvey. Ce dernier demande rapidement à 4 de ses hommes, McCornack, MacDonald, Campbell et Lamont, de retourner au phare et de procéder à une fouille plus approfondie. Lors de ce second examen, il constate des détails qui étaient passés inaperçus auparavant. Les lits des 3 hommes avaient été faits. Le feu dans la cuisine avait brûlé et s'était éteint par manque de combustible. L'horloge était inexplicablement arrêtée. La table dans le salon était dressée avec des couverts et de la nourriture à moitié consommée. Quant au phare, la machinerie est en parfait état et le carburant ne semble pas manquer pour la faire fonctionner. En y regardant de plus près, il constate qu'un des 3 imperméables, celui de MacArthur, se trouve dans le petit foyer, ainsi que ses bottes en caoutchouc, mais que ceux de ses 2 compagnons, Ducat et Marshall, ont disparu. Le seul signe de désordre qu'ils purent trouver était une chaise qui était tombée dans la cuisine, attirant également l'attention des 5 hommes. Moore vérifie la dernière entrée dans le journal du phare, où les gardiens notent tout ce qui s'est passé.
La dernière entrée date du matin du 15, le jour même où le SS Arctor est passé au large de l'île et a remarqué l'absence de lumière. Après cela, l'équipage de l'Hesperius a consciencieusement ratissé l'île, mais malgré tout leur effort, il n'y avait aucun signe d'eux. Harvey retourne bientôt au port de Bristol sur l'île de Lewis pour faire son rapport sur ce qui s'est passé. Pendant ce temps, Moore et les 4 hommes désignés par Harvey se portèrent volontaires pour l'aider et restèrent sur l'île pour faire fonctionner le phare. Le capitaine Harvey envoya un télégramme à William Murdoch, secrétaire du Ocean Lighthouse Board, dans lequel il déclarait ce qui suit. Un terrible accident s'est produit au Flannan. Les 3 gardiens, Ducat, Marshall et MacArthur, ont disparu de l'île. À notre arrivée cet après-midi, nous n'avons vu aucun signe de vie. Robert Muirhead, qui avait engagé les 3 hommes disparus et qui connaissait très bien leur personnalité, débarqua à Eleanmore 2 jours plus tard, le 29 décembre, prêt à découvrir ce qui s'était passé. Cependant, il ne put découvrir grand-chose de plus que ce que Moore lui avait déjà raconté, à l'exception de quelques entrées étranges dans le journal du phare qui n'avaient pas été lues. Le 12 décembre, Thomas Marshall y notait d'une main tremblante « Nous faisons face à une tempête comme nous n'en avons pas vu depuis au moins 20 ans. Ducat est très calme. De son côté, MacArthur est terrifié et nous l'entendons pleurer. » Il est étrange qu'un vétéran comme lui, avec des années d'expérience derrière lui, en vienne à pleurer pour une simple tempête, aussi forte soit-elle. Le 13 décembre, Marshall remarqua « La tempête ne cesse toujours pas, nous commençons à perdre espoir. Tous ensemble, nous prions pour que la tempête s'arrête enfin. » Curieux, comment 3 gardiens de phare expérimentés ont-ils eu si peur qu'ils se sont mis à prier? Lorsque la police a commencé son enquête, elle a tout d'abord cherché des traces de l'activité des 3 gardiens disparus au phare. Il s'est avéré que l'île avait été frappée par une violente tempête le 14 décembre. La dernière entrée du journal, faite dans l'après-midi du 15 décembre, indiquait « La tempête est passée, la mer est calme, Dieu est au-dessus de tout. » Les enquêteurs ont émis l'hypothèse que l'accident était lié aux conditions météorologiques. Ils ont conclu que les hommes avaient été emportés par des vents violents alors qu'ils quittaient le phare pour réparer les dégâts causés par la tempête à la structure. Mais lors de la dernière entrée dans le journal, n'avait-il pas indiqué que tout était redevenu calme? Dans son rapport à la cour d'enquête d'Édimbourg en juillet 1901, Muirhead conclut que les 3 hommes ont probablement quitté le phare pour récupérer la caisse en bois manquante contenant le treuil, qui était menacé par la tempête. Ce faisant, une vague les a emportés vers le large. Cette hypothèse n'a pas convaincu grand monde. Trop de détails, trop d'événements sans explication logique apparente. Pourquoi les 3 hommes ont-ils quitté le phare si le règlement de la compagnie stipule que le phare ne doit en aucun cas être laissé sans surveillance? Pourquoi MacArthur, s'il est sorti sous la pluie après ses 2 compagnons, n'a-t-il pas pris son imperméable et ses bottes en caoutchouc? Muirhead a également expliqué que Ducat et Marshall étaient sortis pendant la tempête, essayant peut-être de récupérer des objets de valeur emportés par le mauvais temps, et que MacArthur, voyant d'énormes vagues s'approcher du rivage, s'est précipité pour les avertir, oubliant son imperméable et ses bottes. La vague les aurait emportés tous les 3 en mer. Dans ce cas, comment se fait-il que MacArthur n'ait pas eu le temps de mettre son imperméable, mais qu'il ait eu le temps de fermer la porte d'entrée que Moore a trouvée verrouillée à son arrivée sur l'île? En outre, le journal du phare indique que le 15, le plus gros de la tempête était passé et que tout revenait à la normale. Et nous nous souvenons encore de la dernière entrée. La tempête est passée, la mer est calme, Dieu est au-dessus de tout. De plus, si les 3 hommes sont tombés à l'eau, où sont les corps? Ils auraient dû être rejetés sur le rivage par les forts courants ou repérés par l'un des nombreux bateaux qui naviguaient dans la région. Ils n'ont jamais été retrouvés. Rien n'a de sens. Qu'en pensez-vous? Une autre hypothèse évoquée est que l'un des hommes aurait tué les 2 autres et jeté les corps à la mer avant de s'y jeter lui-même. Il est possible que l'isolement parfois long des 3 gardiens de phare ait créé entre eux des tensions qui auraient pu conduire à une bagarre. Mais il était bien connu des familles et de Muirhead qu'aucun d'entre eux n'était violent ou n'avait de rancune envers les autres. D'ailleurs, aucune trace de la bagarre n'a été retrouvée dans le phare ou sur l'île, à l'exception de la chaise renversée dans la cuisine qui semble avoir été renversée en se levant précipitamment, plutôt qu'à d'avoir été le résultat d'une bagarre. Albert Petrie, gardien de phare sur le continent,
a également déclaré qu'il pourrait avoir été emporté par un navire étranger, sans que l'on en connaisse la raison. On raconte aussi que l'un des gardiens était sous l'emprise de l'alcool et que, ivre, il aurait poussé ses deux compagnons, qui seraient tombés dans l'eau, puis qu'à son tour, il aurait trébuché et tombé dans l'eau. Ou encore qu'ils sont tombés à l'eau alors qu'ils se disputaient. Mais où seraient les bouteilles d'alcool vides? Comment deux personnes non alcooliques ne pourraient-ils pas gérer une personne qui l'est? Et pourquoi le phare est propre? Un ivrogne ne laisserait pas tout en ordre, n'est-ce pas? D'autres hypothèses, plus influencées par les croyances anciennes, suggèrent qu'ils ont été enlevés par un monstre marin de la mythologie écossaise, comme le kelpie ou un serpent de mer géant. Il s'agit d'une légende un peu tirée par les cheveux et surtout sans aucune trace de cet animal sur l'île. La seule certitude est que le corps de MacArthur, Marshall et Ducat n'ont jamais été retrouvés. En reprenant les points non expliqués de cette enquête, voici mon hypothèse sur ce qui s'est passé ces quelques jours de 1900 sur l'île de Flannan. À partir du 12 décembre, une forte tempête fait rage. Nos gardiens restent à l'abri et font leur vie, espérant que cette dernière se dissipe au plus vite pour éviter tout naufrage de bateaux dans la région. Le 13, la tempête continue et semble ne jamais se finir. Parmi les deux gardiens d'entre eux, Marshall et Ducat décident de s'assurer qu'aucun des matériaux n'est détruit ou embarqué par les vagues et ils décident de se rendre près du ponton pour sécuriser le secteur. MacArthur, étant de garde pour ne pas quitter le phare ce jour-là, reste à son poste. Ducat et Marshall partent pour sécuriser le matériel et à un moment d'inattention, une vague plus puissante que les autres percuta violemment le ponton et dans une détention indescriptible fit trembler les murs du phare, entraînant par la même occasion les deux hommes dans les abysses de la mer. MacArthur entendit ce bruit sourd et sûrement quelques cris au passage, se leva brusquement et courut vers le ponton secourir ses amis. Malheureusement, il ne les retrouvera jamais. Le 14, traumatisé par la disparition de ses amis, il resta muet. Impossible de s'imaginer annoncer ce qui s'était passé à leurs amis, famille, ce qu'allait dire la presse et ce que penseraient ses proches. Il ne toucha à rien, comme s'il ne souhaitait pas modifier aucun événement pour que la vie puisse à un moment donné repartir, dans l'espoir de voir ses deux amis retraverser le palier de la porte d'entrée du phare. Rien de tout cela ne se passera. Le 15, épuisé physiquement et mentalement, MacArthur décida de relire les notes des derniers jours. Sur la date du 12, il indique que lors de la tempête, Ducat était calme, mais que MacArthur lui-même pleurait, tentant peut-être dans une dernière tentative de se donner un côté plus humain et créer de la sympathie des personnes qui liraient le journal lors de l'enquête. Sur la date du 13, il indique que comme des amis solidaires, tous ensemble, ils se mirent à prier contre le mal qui s'acharnait à travers cette tempête. Et enfin, il ajouta pour la date du jour, le 15, la tempête est passée, la mer est calme, Dieu est au-dessus de tout. Réaffirmant leur foi en Dieu, qu'enfin ils ont atteint la paix d'une certaine manière. Après ce dernier ajout, MacArthur décida d'en finir en se jetant de la falaise. Il quitta calmement le phare en fermant derrière lui. Laissa ses bottes et son imperméable. Après tout, quand on sait qu'on va sauter dans la mer, qui aurait besoin de ses bottes et de son imperméable? Il se rendit du côté de la falaise la plus haute et décida de mettre un terme à son fardeau et sa culpabilité. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-moi vos hypothèses en commentaire ou tout simplement, qu'est-ce que vous pensez de celle-ci? Après cette tragédie, de nombreux hommes hésitèrent à travailler sur le site. La grande majorité d'entre eux étaient convaincus d'avoir entendu des voix fantomatiques dans le vent, prononçant les noms des 3 hommes disparus, au milieu des cris aigus des oiseaux de mer et des vagues s'écrasant contre les falaises. Bien que le travail au phare des liens de mort soit devenu une existence solitaire et isolée, il y a toujours eu des hommes qui ne croyaient pas à ces superstitions et qui étaient prêts à s'y rendre. Il est vrai qu'après les événements, le nom de Flannan était entendu par tous avec un certain respect et une certaine crainte. Une fois l'enquête terminée, une nouvelle équipe de gardiens fut engagée et le système de roulement continua comme avant, au cours des 70 années qui suivirent. Il n'y eut plus d'événements étranges sur l'île. Ce n'est pas une fin heureuse, mais c'est une tranquillité d'esprit, car depuis 1971, le phare est automatisé et la présence d'un homme n'est plus nécessaire, sauf en cas de réparation ou de révision périodique. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que moi qui ai pris du temps pour l'écrire et qui ai tenté de résoudre ce mystère plus que complexe. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Dans tous les cas, à vendredi prochain sur cette même chaîne. Bye bye!